Les projecteurs habituels s'éteignent lentement pour laisser place à une lueur beaucoup plus douce et intimiste. Léo ajuste son micro d'un geste machinal, fixant l'objectif avec une sincérité inhabituelle. Depuis des années, son visage est associé aux frissons nocturnes et aux mystères non résolus. Mais ce soir, il n'y aura pas de script d'épouvante ni d'effets sonores terrifiants pour masquer la réalité. Un besoin viscéral le pousse à parler à cœur ouvert avant que l'effervescence des fêtes de fin d'année ne commence. Derrière le créateur de contenu aux millions de vues se cache un homme fatigué par le poids des faux semblants. Il veut nettoyer le miroir déformant d'Internet pour montrer ce qui se passe réellement quand la caméra s'arrête. La colocation avec Zebro est calme en cette heure tardive, offrant le calme parfait pour cette confession. Léo prend une profonde inspiration, sentant le trac habituel se dissiper pour laisser place à la clarté. Il commence par remercier sa communauté, cette immense famille invisible qui le soutient contre vent et marée. Pourtant, une distance s'est installée au fil des mois, créée par l'algorithme et les formats de plus en plus stricts. Ce soir, il refuse de jouer le rôle de l'animateur parfait pour redevenir simplement Léo. L'industrie de la vidéo en ligne pousse constamment à la surenchère, à un rythme qui broie parfois la santé mentale. Il se rappelle l'époque où poster une vidéo était un simple jeu, dénué de toute pression statistique. Aujourd'hui, chaque projet demande des semaines de préparation, d'enquête et de vérification rigoureuse. Les abonnés voient le produit fini de 20 minutes, mais ignorent les nuits blanches passées sur le montage. Cette déconnexion entre l'effort fourni et la perception du public crée une frustration silencieuse. C'est précisément pour cela qu'une mise au point globale est devenue indispensable avant la nouvelle année. Léo insiste sur le fait que son univers n'est pas un simple divertissement commercial, mais une quête de vérité. Il veut ouvrir les portes de son processus créatif, sans filtre et sans artifice marketing. Les rumeurs et les théories absurdes circulent vite sur Internet, déformant ses moindres intentions. Répondre aux questions les plus intimes de sa FAQ est la seule manière de rétablir un équilibre sain. Le créateur sait que certains de ses choix passés ont pu surprendre ou diviser sa communauté. Il assume tout, mais il exige le droit d'expliquer le contexte derrière chaque décision difficile. L'isolement lié à la création en solitaire à la maison pèse parfois plus lourd qu'on ne l'imagine. Briser la glace ce soir est une forme de thérapie nécessaire pour continuer à avancer sereinement. L'ambiance feutrée du studio renforce ce sentiment de confidence nocturne partagée entre amis. Le public réclame toujours plus de sensations fortes, mais oublie l'éthique derrière la caméra. Léo veut redéfinir les bases de son contrat de confiance avec ceux qui le regardent depuis leur chambre. Les fêtes approchent et c'est le moment idéal pour vider son sac avant d'entamer un nouveau chapitre. Il sait que ce qu'il va révéler dans les prochaines minutes va bousculer la vision idéaliste du métier. Entre la peur d'échouer et le besoin de se réinventer, l'équilibre est devenu extrêmement précaire. Heureusement, le lien précieux qui l'unit à ses abonnés lui donne la force d'affronter cette vulnérabilité. Pas de coupure publicitaire sauvage, pas de mise en scène théâtrale, juste un homme face à son public. Les ombres s'allongent sur les étagères de bois anciens derrière lui, créant un cocon protecteur. Le premier grand sujet qu'il doit impérativement aborder concerne l'essence même de son contenu. Il s'agit des histoires paranormales que ses propres abonnés lui envoient chaque jour, par centaines. Reçoivent-ils de vrais témoignages glaçants ou sont-ils simplement victimes de canulars élaborés ? La frontière entre le réel et le mensonge est devenue si mince qu'il a dû développer une méthode secrète pour démasquer les imposteurs. Juste avant de révéler cette méthode de tri minutieuse, Léo s'interrompt brusquement, le regard attiré par un détail étrange juste derrière l'appareil photo. Immobilisé sur sa chaise, Léo fixe intensément l'obscurité grandissante derrière l'objectif de sa caméra principale. Après de longues secondes de silence pesant, il secoue doucement la tête pour chasser cette illusion d'optique passagère. Ses yeux fatigués se replacent alors au centre du cadre pour renouer le contact visuel avec sa communauté. Le tri des histoires d'horreur que vous m'envoyez chaque jour sur Instagram et Twitter représente le travail le plus complexe de ma vie. Il lève sa main droite pour ajuster délicatement la position du micro noir posé devant sa table en chêne. Chaque semaine, ma boîte de réception s'effondre littéralement sous le poids de centaines de récits paranormaux très détaillés. Ma première mission consiste à repérer immédiatement les structures narratives trop parfaites pour être honnête. Une personne qui vit un véritable traumatisme ne construit jamais son récit comme un scénario de film hollywoodien. Le créateur s'adosse lentement contre le dossier en cuir de son fauteuil pour prendre du recul. Les faux témoignages déboulent généralement avec une abondance suspecte d'adjectifs terrifiants et de monstres clichés. A l'inverse, les récits authentiques se cachent souvent derrière des mots très simples, presque maladroits. C'est dans la confusion d'un témoin que je commence à percevoir les premières lueurs de la vérité.
Il croise ses longs doigts sur la table, créant un léger craquement qui résonne dans la pièce isolée. Pour chaque histoire fascinante, mon équipe effectue des recherches géographiques et historiques extrêmement poussées. Si un abonné prétend qu'un événement s'est produit dans un vieux manoir, nous vérifions l'existence réelle de cette bâtisse. Nous contactons parfois discrètement des archives locales ou des journaux régionaux pour corroborer les faits majeurs. Léo s'interrompt un instant pour boire une gorgée d'eau dans une tasse noire sans motif. C'est un processus usant car nous découvrons parfois que des personnes s'inventent des drames pour attirer l'attention. La solitude pousse malheureusement certains jeunes à concevoir des fables terrifiantes de toutes pièces. Mais mon instinct s'est affûté au fil des années et des milliers de pages lues dans le noir. Un bruissement discret provient soudain du coin gauche de la pièce, coupant court à ses explications. Léo retient sa respiration pendant 2 secondes, observant les ombres mouvantes sur les étagères de bois. Ce n'est sûrement que le vieux plancher qui travaille à cause du chauffage hivernal intensif. Il se reconcentre sur le sujet crucial de la confiance qu'il accorde à ses abonnés. Je refuse catégoriquement d'utiliser des témoignages qui semblent manifestement inventés pour faire du clic facile. Mon but n'est pas de créer de la fausse peur, mais de partager des mystères authentiquement troublants. Parfois, l'absence de preuves concrètes rend une histoire encore plus effrayante qu'une vidéo paranormale explicite. Le doute est le meilleur outil du créateur de contenu horrifique face au déluge du web. Ses doigts parcourent distraitement le bord en bois sculpté de son bureau vintage. Il se rappelle précisément une histoire reçue l'été dernier qui l'avait empêché de dormir pendant des semaines. Une jeune femme décrivait un bruit de grattement identique sous son lit chaque nuit à 3 heures précises. Ce qui m'a convaincu, c'est qu'elle n'essayait pas de me vendre un fantôme ou un démon terrifiant. Elle cherchait juste désespérément une explication rationnelle à ce calvaire sonore quotidien. C'est cette vulnérabilité brute qui sépare les menteurs du web des véritables victimes de l'inconnu. Léo baisse les yeux vers ses mains, conscient de la responsabilité immense qu'implique la diffusion de ces récits. Parfois, j'ai peur de trahir leur confiance en transformant leur détresse en simple divertissement vidéo. C'est pour cela que je passe des nuits entières à réécrire mes scripts pour respecter parfaitement leurs ressentis. La vérité est une ligne de crête très étroite sur YouTube, surtout dans le domaine du paranormal. Il jette un rapide coup d'œil vers le moniteur de contrôle situé sur le côté de son installation. Soudain, l'écran de contrôle scintille violemment avant de s'éteindre complètement dans un claquement sec. Dans la pénombre soudaine de la pièce, un murmure indistinct et glacial semble s'élever de l'étagère du fond. Ce murmure étrange venu de l'étagère me fiche sur place pendant un long moment de solitude. Je secoue doucement la tête pour dissiper cette tension superficielle et me recentrer sur notre conversation. La vérité est que l'angoisse ne vient pas toujours des histoires de fantômes que je vous raconte régulièrement. Elle naît le plus souvent ici, dans le silence pesant de ce bureau, face à mes propres démons intérieurs. Derrière les millions de vues et les miniatures colorées se cache une réalité psychologique beaucoup plus sombre. Il y a des matins entiers où l'idée même d'allumer cette caméra me provoque une sensation de vertige insupportable. La pression constante de devoir vous surprendre et vous effrayer finit par consumer ma propre sérénité. Je me retrouve souvent piégé dans un cercle vicieux où la passion se transforme en une obligation dévorante. Le découragement s'installe insidieusement lorsque les algorithmes décident soudainement de bouder des semaines de travail acharné. C'est une sensation terrible de voir un projet de cœur s'effondrer en quelques heures à cause d'une courbe statistique. L'instabilité financière de ce métier est un sujet tabou que peu de créateurs osent aborder avec franchise. Un mois, vous vous sentez en sécurité et le mois suivant, les revenus s'effondrent sans aucune explication logique. Cette précarité invisible génère un stress permanent qui ronge le sommeil et paralyse la créativité pure. On commence alors à produire du contenu par peur du lendemain plutôt que par réel désir artistique. J'ai traversé des périodes de vide absolu où chaque idée me semblait fade, répétitive et inutile. La peur de vous décevoir ou de lasser ma communauté devient alors une obsession de chaque instant. Le doute s'insinue partout, me poussant à réécrire 10 fois le même script jusqu'à perdre toute objectivité. Les nuits blanches s'accumulent devant l'écran de montage à chercher la seconde parfaite, celle qui fera la différence. On s'isole progressivement du monde réel, remplaçant les interactions humaines par des commentaires numériques parfois cruels. Les critiques gratuites blessent 2 fois plus quand vous êtes déjà fragilisé par le surmenage et le doute. Pourtant, je refuse de porter ce costume de victime car ce métier reste une chance extraordinaire malgré tout. C'est un combat permanent entre le bonheur de créer librement et la détresse de l'isolement numérique. Parfois, l'envie de tout couper, de supprimer la chaîne et de disparaître d'Internet me traverse l'esprit.
C'est une impulsion violente, née d'un trop-plein émotionnel que je garde enfoui depuis des années. Vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg, les 20 minutes de vidéos propres et rythmées. Mais les 80 heures de doute en amont restent totalement invisibles à vos yeux. L'instabilité émotionnelle devient une seconde nature, oscillant entre l'euphorie d'un tournage réussi et le gouffre de la solitude. Ce rythme de vie décousu finit par impacter mes relations avec mes proches au quotidien. Je suis présent physiquement dans une pièce, mais mon esprit est constamment en train de scripter la prochaine vidéo. Ça veut dire que la déconnexion totale est devenue impossible pour moi aujourd'hui. Quand l'angoisse financière s'ajoute à cette surcharge mentale, l'équilibre s'effondre totalement. Les investissements pour améliorer la qualité du contenu transforment chaque vidéo en un pari risqué. On se demande constamment si l'on pourra payer le matériel ou les collaborateurs le mois suivant. C'est une pression invisible que le public ne soupçonne pas derrière les décors soignés. Malgré tout, ce besoin de confession me soulage d'un poids immense ce soir. Vous dire la vérité sur mes failles me redonne une forme de contrôle sur la situation. Car ces doutes actuels trouvent en réalité leurs racines profondes dans une époque bien plus lointaine. Pour comprendre cette vulnérabilité maladive face au jugement, il faut remonter à mes années d'école. C'est là que le véritable traumatisme a commencé bien avant l'apparition de YouTube dans ma vie. Soudain, l'ampoule principale du studio vacille violemment avant de s'éteindre, me plongeant dans une obscurité presque totale. Les ténèbres soudaines du studio font battre mon cœur un peu plus vite dans cette ambiance feutrée. Heureusement, la petite veilleuse de secours située sur l'étagère de droite se déclenche avec un léger cliquetis. Cette lueur vacillante rappelle étrangement les veillées d'autrefois où je me cachais sous mes couvertures. Beaucoup d'entre vous se demandent quel est mon âge réel derrière ce visage fatigué par les nuits de montage. J'ai l'impression de porter le poids d'un siècle sur mes épaules alors que je n'ai qu'une vingtaine d'années. Ce décalage permanent provient d'une époque sombre de ma vie que j'ai longtemps tenté d'effacer de ma mémoire. L'école traditionnelle a été le premier véritable monstre auquel j'ai dû faire face durant mon adolescence. Chaque matin, le bruit strident de mon réveil sonnait comme le début d'une longue condamnation quotidienne. Mon estomac se nouait d'une manière indescriptible dès que j'apercevais les grilles grises du collège. Le système scolaire ne cherchait pas à comprendre qui j'étais, mais seulement à me faire entrer dans un moule rigide. Je me revois assis au dernier rang de la classe, observant la pluie frapper les vitres froides avec mélancolie. L'anxiété scolaire s'est infiltrée en moi comme un poison lent, paralysant la moindre de mes initiatives créatives. Les professeurs alignaient les mauvaises notes sans jamais voir la détresse psychologique qui me rongeait de l'intérieur. Pour eux, je n'étais qu'un élève paresseux ou distrait qui refusait de faire des efforts évidents. Pourtant, je passais mes nuits entières à lire et à imaginer des mondes fantastiques pour échapper à cette réalité étouffante. Les crises d'angoisse ont commencé à se manifester le dimanche soir, brisant la paix de mes week-ends. Mon cœur s'emballait de manière incontrôlable, provoquant des sueurs froides et une sensation d'étouffement insupportable. Ma mère me voyait dépérir sans savoir comment réparer les failles d'une institution aussi destructrice. Les moqueries des autres camarades de classe n'arrangeaient rien à ma solitude de plus en plus pesante. J'étais devenu le garçon bizarre qui préférait les histoires de fantômes aux discussions futiles de la cour de récréation. C'est à ce moment précis que j'ai compris que l'horreur n'était pas seulement dans les films, mais bien réelle. Le harcèlement psychologique sournois des couloirs du lycée a forgé ma sensibilité pour le paranormal. J'ai fini par abandonner les cours pendant plusieurs semaines pour me terrer dans ma chambre sombre. Ce fut une période d'isolement total où les pensées les plus sombres venaient me rendre visite chaque nuit. Ma seule planche de salut résidait dans l'écriture de scénarios macabres et mystérieux sur mon vieil ordinateur. YouTube est apparu bien plus tard comme une thérapie paroxystique pour exorciser tous ces démons intérieurs. En vous racontant des histoires terrifiantes, je transmettais en réalité ma propre peur panique de la vie. Le système scolaire m'avait étiqueté comme un raté incapable de réussir la moindre épreuve standardisée. Aujourd'hui, je rassemble des millions de personnes autour de mes créations indépendantes sans aucun diplôme prestigieux. Mais les cicatrices invisibles de cette époque restent gravées profondément dans ma structure émotionnelle actuelle. J'éprouve encore des difficultés majeures à faire confiance aux figures d'autorité ou aux institutions rigides. Parfois, l'angoisse de ne pas être à la hauteur me submerge juste avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Mon âge n'est qu'un chiffre abstrait sur une carte d'identité périmée face à ce vécu tumultueux. J'ai grandi trop vite dans l'ombre pour pouvoir savourer pleinement l'insouciance de ma jeunesse perdue. Si je vous confie tout cela ce soir, c'est pour que les plus jeunes d'entre vous ne désespèrent jamais. L'école ne définit en aucun cas votre valeur intrinsèque ni l'immensité de votre potentiel futur.
Trouver sa propre voie demande du temps et implique souvent de traverser des forêts sombres pleines d'épines. Soudain, un étrange sifflement aigu commence à émaner des haut-parleurs éteints de mon ordinateur de montage. Le son devient de plus en plus strident, modifiant la fréquence de la petite veilleuse de secours qui se met à clignoter. Sur l'écran totalement noir du PC, une ligne de texte blanche commence à s'écrire d'elle-même sous mes yeux ébahis. Mes yeux restent fixés sur cette ligne blanche qui s'affiche mystérieusement sur mon écran noir. Je réalise rapidement que ce n'est qu'un vieux script oublié de notre émission spéciale d'Halloween qui s'est relancé par erreur. Cet incident technique me rappelle à quel point la frontière entre le réel et la mise en scène est parfois mince pour mon public. C'est l'occasion idéale d'aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre chaque année, nos fameux pranks d'Halloween. Beaucoup d'entre vous se demandent encore quelle est la part de vérité dans ces vidéos terrifiantes. Je veux être totalement transparent avec vous aujourd'hui sur l'organisation de ces tournages exceptionnels. Pour le projet du Salon des Mystères, l'ambiance globale devait être absolument immersive pour capturer de vraies émotions. Cependant, il existe une règle éthique absolue à laquelle je ne déroge jamais avec mes invités. Le respect psychologique des personnes que je reçois sur ma chaîne passe avant le moindre buzz passager. Avant chaque caméra cachée ou mise en situation, un protocole très strict est mis en place en coulisses. Nous évaluons toujours la sensibilité de la personne pour ne jamais franchir la limite du traumatisme. Lors du tournage de la maison hantée d'Halloween, nous avions installé des dizaines de caméras invisibles. L'objectif était de créer un grand jeu de rôle grandeur nature où l'adrénaline reste totalement saine. Certes, certains sursauts sont amplifiés par le montage sonore, mais la peur initiale est toujours authentique. Je refuse catégoriquement d'utiliser des trucages grossiers pour faire passer des vessies pour des lanternes. Quand un invité exprime un inconfort pendant le Salon des Mystères, nous coupons immédiatement les caméras. Plusieurs séquences très impressionnantes n'ont ainsi jamais vu le jour par pur respect pour mes amis. La confiance que mes invités placent en moi vaut 1000 fois plus que le nombre de vues sur une vidéo. Il y a une énorme différence entre scénariser une ambiance et manipuler cruellement un être humain. Pour Halloween, nous construisons un décor comme on fabriquerait un train fantôme dans une fête foraine. Tout le monde sait qu'il y a des acteurs sous les masques, mais le plaisir de frissonner reste intact. Ma responsabilité en tant que créateur est de m'assurer que l'expérience reste amusante pour tout le monde. Je repense souvent à ce tournage spécifique où nous avions poussé le concept de mise en scène un peu trop loin. L'un de mes proches avait eu une réaction de panique totale face à un comédien costumé dans le noir. En voyant sa détresse réelle, j'ai ressenti une immense culpabilité au fond de mon cœur. C'est précisément ce soir-là que j'ai juré de redéfinir mes limites éthiques de production. Désormais, chaque participant reçoit un mot de passe secret pour pouvoir tout stopper instantanément. Le divertissement ne doit jamais se faire au détriment de l'intégrité d'une personne. Le Salon des Mystères pose une autre question complexe, celle du traitement des objets prétendument maudits. Nous créons une scénographie soignée autour de ces objets pour captiver votre imaginaire collectif. Mais je ne m'abaisserai jamais à utiliser des fils de pêche invisibles pour faire bouger des verres en direct. L'art du récit d'horreur réside dans la suggestion psychologique plutôt que dans les effets de foire bas de gamme. C'est grâce à cette rigueur artistique que notre communauté reste si fidèle et investie depuis des années. Vous méritez que l'on respecte votre intelligence de spectateur en vous disant clairement ce qui est mis en scène. Le pacte de confiance entre un vidéaste et son public est la chose la plus fragile sur Internet. J'espère que ces clarifications vous permettent de mieux comprendre notre démarche créative globale. Derrière chaque frisson d'Halloween, il y a des semaines de travail acharné accomplies dans la bienveillance. Mais toute cette structure éthique repose aussi sur une alliance créative essentielle avec mon entourage direct. Soudain, un bruit sourd et inhabituel retentit juste au-dessus du plafond de mon studio de tournage. Les lumières du set vacillent violemment avant que mon micro ne se mette à émettre un sifflement strident continu. Ce sifflement aigu coupe brusquement l'ambiance feutrée du studio alors que je replace nerveusement mon casque. Heureusement, la tension électrique retombe et le calme revient enfin sur le plateau de tournage. Ces petits incidents techniques me rappellent à quel point je ne pourrais jamais tout gérer seul dans cette aventure. C'est précisément ici qu'intervient une personne essentielle à mon équilibre, mon pilier créatif et mon meilleur ami, Zebro. Notre rencontre ne s'est pas faite sur les réseaux sociaux, mais bien avant que la chaîne ne devienne mon métier. Nous partagions déjà une fascination commune pour le mystère et les récits étranges qui peuplent Internet. Très vite, notre complicité s'est transformée en une véritable force de travail collaborative au quotidien. Pour fluidifier notre production intensive, nous avons pris la décision majeure de nous installer en colocation.
Vivre et travailler sous le même toit change radicalement la dynamique d'une entreprise créative comme la nôtre. Notre appartement est devenu une sorte de quartier général permanent où les idées fusent à n'importe quelle heure. Parfois, il est minuit passé et nous débattons encore ardemment de l'angle d'une miniature ou d'un script. Zebro possède ce don rare de tempérer mes obsessions textuelles quand je me perds dans les détails superflus. C'est lui qui apporte la structure nécessaire pour que mes visions narratives prennent vie correctement à l'écran. Face au succès grandissant de notre duo, l'envie de créer un espace de liberté totale s'est imposée. C'est ainsi qu'est née notre chaîne secondaire, un véritable exutoire face à la lourdeur des sujets d'horreur. Sur ce second canal, nous laissons libre cours à nos délires les plus spontanés sans la moindre pression de performance. Les abonnés y découvrent l'envers du décor, notre authenticité brute loin du personnage sérieux de narrateur. Pourtant, travailler d'une manière aussi fusionnelle avec son meilleur ami comporte des risques évidents. La frontière entre la vie professionnelle exigeante et la fraternité sincère devient parfois extrêmement floue. Les désaccords artistiques peuvent rapidement se transformer en tensions personnelles pesantes au sein de la maison. Nous avons dû apprendre à poser des règles strictes pour préserver notre amitié avant tout le reste. Interdiction formelle de parler de statistiques YouTube ou de montage pendant nos repas partagés. Ce rituel simple nous permet de redevenir de simples colocataires qui profitent de l'instant présent. L'apport de Zebro se ressent aussi énormément dans la direction artistique globale de mes formats longs. Quand je lui soumets une idée farfelue, il trouve immédiatement l'astuce technique pour la concrétiser. C'est notre boussole, l'élémentaire qui me retient quand mon esprit s'envole trop loin dans le morbide. Beaucoup de spectateurs pensent que notre colocation n'est qu'un décor marketing pour les vidéos. Mais la réalité de notre quotidien est encore plus soudée que ce qui transparaît à l'écran. Sans cette alliance sacrée, la solitude du créateur de contenu m'aurait brisé depuis bien longtemps. Partager les sommets comme les traversées du désert avec son frère de cœur est une chance inestimable. Sur la chaîne secondaire, nous testons également des concepts plus légers qui plaisent énormément. Les vlogs de nos voyages ou de nos sessions de gaming renforcent ce lien unique avec la communauté. Cela crée un équilibre parfait avec l'ambiance sombre et anxiogène de mes enquêtes principales. Pourtant, même au milieu de cette belle dynamique, des ombres rôdent parfois autour de notre domicile. Récemment, nous avons remarqué des détails inhabituels qui ont commencé à perturber notre sérénité. Des courriers étranges sans timbre déposés directement dans notre boîte aux lettres au milieu de la nuit. Au départ, Zebro pensait simplement à une mauvaise blague d'un abonné un peu trop intrusif. Mais le contenu de ces messages est devenu beaucoup trop précis pour être ignoré plus longtemps. Quelqu'un semble surveiller nos allées et venues de manière extrêmement méthodique et constante. Soudain, un bruit sourd de grattement retentit distinctement derrière la porte d'entrée du studio. Mon cœur s'emballe alors que la poignée de la porte commence à s'abaisser lentement dans un grincement terrifiant. Heureusement, ce frisson n'était qu'un écho de mes propres souvenirs qui s'entrechoquent dans le silence du studio. Cette tension palpable me ramène inévitablement à la source même de ma fascination pour l'étrange. Pour comprendre pourquoi je passe mes nuits à traquer l'effroi, il faut remonter bien des années en arrière. Tout a commencé dans le salon modeste de mon enfance, chaque dimanche soir sans exception. Ma mère attendait que l'obscurité s'installe complètement pour instaurer notre rituel sacré. Elle éteignait les grands plafonniers pour ne laisser qu'une petite lampe d'appoint dans un coin. Nous nous installions côte à côte sur le vieux canapé en velours élimé. Le générique d'un vieux film d'horreur classique commençait alors à crépiter sur l'écran. C'était notre moment de complicité exclusif, un secret partagé loin du tumulte du monde extérieur. Au lieu de me masquer les yeux pendant les scènes terrifiantes, elle m'apprenait à les regarder de face. Elle m'expliquait comment les réalisateurs utilisaient les ombres pour manipuler nos émotions primales. C'est ainsi que j'ai compris très tôt que la peur pouvait être une forme d'art magnifique. Les monstres qui se cachaient sous mon lit devenaient soudainement des personnages fascinants à analyser. Je me rappelle encore l'odeur du pop-corn chaud mélangé à la fraîcheur des nuits d'automne. Ces soirées étaient mon refuge absolu face aux agressions constantes de la semaine scolaire. Alors que l'école me brisait l'esprit, ces moments avec elle reconstruisaient mon imagination. Nous décortiquions ensemble le jeu des acteurs et la musique stridente qui annonçait le danger. Ma mère possédait une collection impressionnante de vieilles cassettes VHS de films d'horreur oubliés. Choisir le film du soir était un rituel en soi, presque une cérémonie mystique. Je me souviens particulièrement de la jaquette usée d'un film qui me terrifiait avant même de le visionner. Quand le film s'est terminé ce soir-là, nous avons passé des heures à inventer une suite alternative. C'est à ce moment précis que la graine de la narration d'horreur a été plantée dans mon esprit.
Elle m'a transmis ce don de voir au-delà du simple sursaut pour chercher l'histoire cachée derrière le monstre. Sans ces dimanches soirs sacrés, la chaîne YouTube que vous connaissez n'existerait tout simplement pas. Quand j'écris un script aujourd'hui, j'essaie inconsciemment de recréer cette atmosphère unique de mon enfance. Je veux que mes abonnés ressentent ce même frisson réconfortant sous leur couette. En grandissant, les responsabilités ont fini par espacer ces moments précieux avec elle. Mais l'héritage créatif qu'elle m'a légué est resté totalement intact au fond de mon cœur. Parfois, elle m'envoie encore un message après une vidéo pour me donner son avis critique de connaisseuse. Cela me fait sourire instantanément et efface en une seconde tout le stress accumulé. C'est cette origine pure et familiale qui me préserve de la dérive commerciale de la plateforme. Je ne fais pas des vidéos d'horreur pour faire des vues, je les fais pour prolonger ce rituel du dimanche. Chaque décor chaleureux de mes vidéos est un hommage discret au salon de mon enfance. Je voulais lui rendre cet hommage public ce soir car elle est la véritable architecte de mon univers. C'est cet amour partagé pour le grand frisson qui me donne la force de continuer malgré l'épuisement. Mais derrière cette origine lumineuse se cache une équipe entière qui m'aide à porter ce fardeau créatif au quotidien. Des personnes de l'ombre dont vous ignorez souvent l'existence et qui s'activent pour donner vie à mes pires cauchemars. Le moment est venu de lever totalement le voile sur les coulisses humaines de cette immense machine de production. Soudain, une alerte inhabituelle retentit depuis l'ordinateur de contrôle situé au fond de la pièce. Un message cryptique apparaît à l'écran, effaçant instantanément l'atmosphère paisible de nos confessions. Face à ce texte étrange apparu brusquement sur mon moniteur, je ne peux m'empêcher de sourire en repensant à vos théories les plus folles. Ce petit clin d'œil technique n'est en fait que l'œuvre malicieuse des personnes extraordinaires qui travaillent avec moi dans les coulisses. Il est grand temps de lever définitivement le rideau sur cette équipe de l'ombre qui transforme mes idées en véritables cauchemars cinématographiques. On s'imagine souvent que le travail de youtubeur est une aventure purement solitaire menée depuis une chambre close. Pourtant, chaque vidéo de cette chaîne est le fruit d'une collaboration intense entre plusieurs esprits passionnés. Mes monteurs passent des nuits blanches entières à trier des heures de rush pour ne garder que la quintessence du suspense. Ils coupent au millimètre près, ajustent les silences et dynamisent le rythme pour vous tenir constamment en haleine. Et que seraient nos histoires sans l'immersion sonore terrifiante développée par nos concepteurs audio? Ce sont eux qui dissimulent ces grincements de portes subtiles et ces basses profondes qui vous font sursauter sur votre canapé. Cette gestion humaine de la production est essentielle pour éviter de sombrer à nouveau dans l'isolement que j'ai connu autrefois. Pouvoir déléguer ces tâches techniques me permet enfin de me concentrer sur l'écriture pure et la recherche de témoignages authentiques. Nous formons une véritable petite famille, soudée par l'envie commune d'élever la qualité du contenu horrifique francophone. Savoir que je ne suis plus seul à porter le poids de cette chaîne sur mes épaules a radicalement changé ma vie. Cette session thérapeutique improvisée face à vous touche désormais à sa fin et je ressens une immense clarté d'esprit. J'avais besoin de briser ce quatrième mur pour vous montrer l'être humain derrière le narrateur de vos soirées d'angoisse. Nous avons exploré mes peurs d'enfance, mes traumatismes scolaires, mais aussi toutes les joies immenses que m'apporte ce métier. Votre fidélité sans faille tout au long de cette année est le plus beau cadeau qu'un créateur puisse espérer recevoir. L'horreur n'est qu'un miroir de nos propres émotions, et ensemble, nous apprenons à l'apprivoiser sans jamais faiblir. Avant de vous laisser retrouver vos proches pour les fêtes de fin d'année, je tenais à vous adresser un message essentiel. Prenez grand soin de vous, de votre santé mentale, et ne laissez jamais personne éteindre la petite flamme de votre passion. Les mystères du monde réel resteront toujours là, tapis dans l'ombre, attendant patiemment que nous venions les raconter. Mais pour ce soir, le grand frisson laisse place à la paix, à la bienveillance et au repos bien mérité. Merci infiniment d'avoir partagé ce long voyage intime à mes côtés, cher public de l'ombre. Passez de merveilleuses fêtes, restez curieux et nous nous retrouverons très bientôt pour de toutes nouvelles enquêtes. C'était Léo et d'ici notre prochain rendez-vous, n'ayez plus peur de regarder ce qui se cache derrière le miroir.